Et bonjour, bonjour les amis permapotes. Aujourd'hui je me retrouve avec Flo et Arnaud de l'atelier Permacole qui vont nous expliquer leur structure, qu'est-ce qu'ils font là et comment ils changent de paradigme. Et salut! Salut! Qui commence? Bah, je vais commencer moi, tiens. Ah, Flo, Voilà. c'est parfait. Honneur aux dames. Alors, on a démarré avec deux structures, on va dire. L'abeille permacole, c'est moi, et la maison permacole, c'est Arnaud, il en parlera tout à l'heure. Donc moi, je suis plutôt une passionnée d'abeilles et de champignons. Et c'est en 2016-17 que vraiment je me suis plongée dedans avec la permaculture en même temps. Ça a été assez concomitant. Et depuis, j'essaye d'essaimer un maximum de savoir sur les abeilles, la biodive et comment en fait chez soi faire des ruches de façon assez simple pour accueillir des essaims sauvages en fait. Voilà. C'est pas tellement l'idée de récolter, c'est plutôt l'idée de transmettre des façons de faire. Voilà. Et après, je fais aussi quelques conférences, quelques festivals, quelques trucs comme ça, où justement j'amène toutes les ruches, je montre aux gens, il y a souvent beaucoup de curiosité, et souvent assez d'émerveillement d'ailleurs, c'est très chouette. Les abeilles, c'est une porte d'entrée assez facile, et du coup on peut parler de plein d'autres choses au travers de ça. Voilà. Alors moi c'est Arnaud. Que dire moi j'ai une structure, c'est l'atelier Permacole. Non pardon, la maison Permacole. La maison aussi, ouais. Et moi je fais un peu de conseils aussi et d'accompagnement perma. Ça fait une dizaine d'années qu'on gravite dans cet environnement. Et puis comme j'ai un passif plus dans le bâtiment, dans l'accompagnement sur les chantiers, etc., j'ai aussi une petite vision de gestion de projet, donc ça m'a servi pas mal pour aujourd'hui aider les autres à organiser tout ça, et voilà. Superbe. C'est vrai que moi je vous connais depuis votre réseau Perma 81 qui avait quand même pas mal réseauté tout autour. Là, on va partir du coup sur l'atelier permacole qu'on vient de créer. Allez. Voilà. Et en fait, en effet, il y a 5 ans maintenant, on a créé avec des potes dont Rémi Kulik, dont Brian Ejar, dont Jean-Gabriel, Frédéric. Voilà, on était 7 en tout. Et on a créé le Perma 80, qui est une association départementale qui veut fédérer tous les acteurs de département. Parce que finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qui se faisaient dans le Tarn, mais très peu de liens entre chacun. Et ça, c'était vraiment dommage, en fait, qu'on ne se connaisse pas les uns les autres et qu'on ne s'entraide pas. Et ça marche très très bien. Du coup, nous, on s'est dit, aujourd'hui, on a fait notre taf au niveau du département. Et, enfin, on continue. Mais bien sûr. on a fait déjà un gros boulot. Et donc maintenant, l'idée, c'est peut-être de le faire un peu plus localement, plus sur la zone qu'on occupe. Moi, j'aime bien le terme bassin de vie parce que c'est vraiment là où tu vis, avec 10-15 km autour, mais pas forcément départemental où là, tu es tributaire des voitures, etc. Vous commencez peut-être à l'inverse. C'est marrant. Exactement. On commence par le plus compliqué pour revenir au plus simple, finalement. Ça, ouais. Mais quelque part, ça nous ressemble aussi. Oui. Dans le sens où on a, de prime abord, une démarche plutôt altruiste, plutôt qu'égocentrée. Bien sûr. Et aujourd'hui, on dit il faut peut-être qu'on pense un petit peu aussi à nous et un peu plus focalisé sur... un peu plus réduit sur essayer de trouver des acteurs plus proches, mais on en connaît déjà, ça va... Oui, puis d'être dans une dynamique de travailler plus local et plus résilient. Oui, sur un plus petit territoire, voilà. et puis... Et d'amener des gens qui ne sont pas forcément issus de ce milieu où nous, pour nous c'est une évidence, mais on ne fait pas système juste entre nous, donc il faut essayer de convaincre, de montrer l'exemple. Voilà, c'est un petit peu notre nouveau... C'est la nouvelle étape et ça va pas être la plus simple, je pense, parce que quand c'est avec des gens qui ont déjà vraiment, qui sont dedans et qui ont déjà
l'esprit, ça va. Et là, convaincre des nouvelles personnes, ça... Après, on n'a pas forcément besoin de convaincre les gens. C'est vrai que s'ils voient concrètement Ouais. un changement de paradigme, un Ouais. changement de climatique, un changement de truc, c'est beaucoup mieux pour eux, c'est beaucoup mieux pour Ouais, mais t'as raison. leurs c'est gens. Montrer l'exemple. Donc, par l'exemplarité, Mm. c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et les gens disent, bon, ben, apparemment, ça fonctionne pour Ouais. eux. Pourquoi pas pour moi? Et Ouais. pourquoi pas aider, partager. Montrer Montrer l'exemple. l'exemple Ouais. et après, on verra bien. Mais Charles Darwin a dit, on ne fait pas d'omelette sans casser quelques œufs. Ouais. Je sais pas si c'est Charles, mais bon. Ouais, on casse beaucoup d'œufs en ce moment, je trouve. Pour Et arriver oui, là où on va. oui. Donc des fois, il faut faire attention aussi à préserver nos œufs. C'est pas faux. Et donc, ce qui vous a mené à créer l'atelier Permacole, une fusion de vos deux structures. Ouais, une sorte de fusion, ouais. On a conservé l'abeille permacole et la maison permacole. Et là, cette année, on a créé une association qui s'appelle l'Atelier Permacole, du coup. Et cette association, elle a pour but, donc, comme on le disait au tout début, d'être plus locale et d'essayer de développer des choses plus autour de ce lieu, mais aussi de proposer des petites formations, ça dépend peut-être des initiations à la permaculture, des choses autour du bois, autour du métal. Évidemment, il y aura toujours les ateliers ruches et autres nichoirs, etc. Donc voilà, là, on est en construction, on va dire, de tout ça. Il y a des choses qui ont été mises en place, pas toutes. Les stages ruches, ils y sont toujours, donc ça c'est fait. Les accompagnements, Arnaud et moi, on les fait aussi, donc ça c'est en route. Le reste, ça reste à démarrer. Oui, parce que c'est tout neuf là. Ah, c'est tout neuf, ouais. Il y a Ouais. à peine un mois, on a fait l'inauguration, on était 50, c'était super chouette, vraiment. Et là maintenant, bah, il faut enquiller, quoi. Eh ben oui, c'est comme tout. Tranquille, mais on fait déjà pas mal d'autres choses aussi à côté. Ah, On a bah des oui, oui. engagements et du coup, c'est pas évident de s'y mettre. Ouais. Mais l'objectif, c'est en effet de développer un peu plus Ouais. à partir de ce point-là. Ouais. Voilà. Et alors du coup, est-ce qu'on n'irait pas maintenant à une présentation de ces petites ruches? Bah, si tu veux. Ouais. Ouais, Et ouais. puis après, on passe à Arnaud. À tout de suite. Alors dites-moi tout. Comment on fait cette magnifique ruche? On n'attaque pas par l'enduit. Hein, Non, on n'attaque pas par l'enduit. Donc on attaque déjà par faire un cadre. Oui. Donc ce cadre en bois que Arnaud réalise d'ailleurs pour moi. Avec Bon, ses petites mains. Voilà, bon, je pourrais le faire, mais j'avoue que voilà, il est fait mieux. Donc Très voilà. bien. On fait un cadre en bois. On laisse une ouverture de 8 mm ici pour laisser les abeilles. La taille d'une abeille. Voilà. Ok. Ok. Et après, on prend de la paille, tout simplement. Donc c'est de la paille de seigle que je commande chez quelqu'un qui est spécialiste dans la culture de paille de seigle pour des travaux, que ce soit du tressage, de la marqueterie de paille ou des toits de chaume. Très bien. Voilà. Et donc cette paille, elle a pour particularité d'être très longue. Et Ok. comme en fait on rajoute de la paille, donc là elle est très courte, mais voilà, donc tu prends des brins de paille et au fur et à mesure, tu rajoutes dans ton boudin, on va dire, de paille, D'accord. de la paille, et tu en rajoutes très régulièrement et tu tresses, et après tu mets ton fil, alors avec une aiguille, Donc, ce tu- fil-là. ce fil-là, voilà. Un fil de chanvre ou un fil de. C'est de la jute ça, mais oui, Ouais, ça une peut jute. être Très bien. du naturel Quelque si chose de possible. naturel. Voilà. Ça, c'est comme j'apprends à les faire à des gens qui n'en ont jamais fait. Mhm. Maintenant, des gens qui savent un peu tresser ou qui sont très curieux, et là, ça dépend vraiment des stages. Il y a des gens très curieux et qui ont vraiment envie d'apprendre à faire avec zéro outil, je dirais, enfin, que des outils naturels. Et là, on utilise l'éclisse de ronce. Donc, l'éclisse de ronce, c'est donc de la ronce. Là, on en a un fagot. Ouais. Et alors, au fur et à mesure, en fait, il faut prendre ta ronce, la couper en deux, Donc, ou plus un peu d'ailleurs. dans la vannerie, Voilà. on utilise souvent ça. On enlève les épines d'abord. Voilà. Hein, c'est plus simple. Après, on ouvre, tu vois. Bon, Ouais. là, elle est sèche, alors c'est pas évident, mais bon, ça s'ouvre comme ça, par un mouvement de droite à va-et-vient, gauche, et voilà. pas par un appuyement dessus. Et donc, une fois que tu as Oui.
Donc une fois que tu as coupé ton éclisse en fonction de sa grosseur en 2, en 3, en 4, tu enlèves tout l'intérieur par ce mouvement, la moelle. Et une fois que la moelle est enlevée, tout ça, ça se fait avec la ronce fraîche, parce que là elle est sèche et donc c'est beaucoup moins facile. Et une fois que tu fais ça, petit à petit, tu vas te retrouver avec quelque chose de fin et tu fais le test du doigt, test du pouce. Donc là, normalement, et là pareil, il faudrait la remouiller. Si tu tournes autour de ton pouce, elle est suffisamment fine pour tourner et être ensuite tressée à l'intérieur. Et voilà. Elle peut... Donc par exemple, très résistant pour ce début a été tressé en éclisse. D'accord. Alors que celui-là, tu vois, il est en ficelle. Très bien. Donc ça, c'est la technique inverse. C'est-à-dire on démarre du haut de la ruche et on descend. Okay. D'accord. Moi, en débutant, et même le fait d'avoir le cadre en bas qui coïncide avec la ruche Ouaré, donc là, clac, ça va pile sur une ruche Ouaré, ça permet derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir récolter pour les amoureux du miel. Super. Voilà. Et ensuite, tout simplement, on fait un escargot, on monte, avec l'idée d'arrondir, donc de lui faire une forme un peu plus ronde. Et on essaye d'avoir un volume de 45 litres à peu près. Bon là, il n'y a pas 45 litres, en général, c'est ça, plus la Ouaré qui font 45 litres. Là déjà, il y a 5 hauteurs, il en faut combien? 10 15 ouais, une quinzaine, je pense. Faire 45 litres. Non, ça ne fera pas 45, ça fera moins. Ça fera 45 avec la ruche en dessous. Parce que, comme je le disais aussi, moi, le but, c'est d'essaimer. Oui. Donc, je l'ai fait petite pour que ça puisse essaimer plus facilement aussi. Très bien. Voilà. On se dise, on est trop ici. Allez. Il y en ait une de nous deux qui s'en aille. Voilà. Très bien. Donc ça, ensuite, le but, c'est de boucher les trous de la ruche. Et donc là, on fait un pourjet qu'on fait en bouse de vache avec un peu de cendre à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et donc ces outils-là te permettent justement de passer ton éclisse ou ta ficelle à l'intérieur. C'est ça, donc on passe l'outil dedans. Moi j'aime bien ces outils, on tourne et là ça permet de passer l'éclisse à l'intérieur. Très facilement. Et cet outil-là, c'est un éclissoir à 3 branches pour faire l'éclisse sur les ronces. Et tout le reste, ce sont des poinçons qui te servent. Putain, il pleut beaucoup là. Donc, alors la ruche, ça c'est intéressant de regarder l'ouverture. Il y a une petite vitre. Voilà, donc moi je l'ai fait avec vitre, comme ça je l'ouvre pas et je ne vais pas perturber la ruche. Donc ça c'est l'avant de la ruche, ça c'est l'arrière de la ruche. Donc là aussi elles ont un emplacement pour rentrer. 8 mm. Non, mais celui-là est trop grand, mais oui, 8 mm. On dira et cette ruche peut aller donc par-dessus. Et après, on peut laisser les 2 ouvertures ou en boucher une, ou voilà, ça c'est possible, les 2 sont possibles. Donc ça, c'est une ruche qui a été colonisée l'année dernière, toute seule. Waouh! Ah, c'est incroyable, incroyable. Je vais vous faire voir ça, attention. Allez, regardez. Voilà, donc elles sont arrivées là, à peu près à cette époque-ci, autour du mois de mai. Et je te passerai le film si tu veux. Ah oui, voilà. On va montrer ça à notre auditeur. Et elles sont reparties quelques mois plus tard parce que pendant les périodes de disette, c'est-à-dire quand il n'y a plus rien à manger dehors, elles ont un peu de mal. Donc les autres abeilles, et je pense que c'est celles du voisin, sont venues les piller. Et donc elles ont décidé qu'elles auraient probablement plus de chance ailleurs. Donc elles sont parties d'elles-mêmes en fait. Elles auraient pu se battre jusqu'à la dernière, ça arrive aussi, mais là elles ont décidé de partir et on les a vues partir parce que par contre on les a pas filmées partir. Voilà. Bon. Alors elles préfèrent fuir que de se faire détruire. Je voulais dire sur cette ruche là que la ruche paille c'est une ruche qu'on peut mettre à l'extérieur mais qui supporte moins bien que les autres ruches d'être à l'extérieur. Donc la plupart du temps on les met soit dans des petites niches comme je t'ai montré là-haut, voilà. Soit on leur fabrique un petit toit, un petit truc en plus. Si on a des tuiles qui traînent aussi, peut-être faire un tout petit toit en tuiles. Voilà. Parce que ça coûte rien. Après, ça supporte la pluie, tu vois. Celle-ci, on voit qu'elle a déjà supporté quelques pluies.
Et le Pourget, je l'ai déjà refait une fois. Elle doit avoir 4 ou 5 ans, cette ruche-là. C'est la première que j'ai faite. Voilà. Elle est incroyable, hein, elle est belle, hein, comme ça. Puis elle tient. Et elle est légère. Hein, alors ça aussi, c'est un gros avantage. C'est très très léger. Ouais. C'est très léger. Ouais. Super. Donc un petit volume, pas de traitement, pas de visite. Après, pas de traitement, pas de visite. Ça favorise l'essaimage. J'espère que j'ai rien oublié. Que des avantages. Que des avantages. Et puis on les voit, souvent on arrive à les mettre facilement dans des endroits plus faciles que des ruches très lourdes. Oui. Et donc on peut les voir passer tous les jours. C'est un vrai bonheur. Moi c'est depuis mon petit déj là, j'ai vu direct sur les trucs en fait. Ah là là. Et c'est vrai, donc du coup, avec cette technique, on arrive à faire aussi des nichoirs. Ouais, alors ça c'est tout récent, j'ai fait ça cette année. Je voulais montrer qu'on pouvait faire d'autres choses. Oui. Donc des petits nichoirs à oiseaux. Bon, j'adore. Voilà. Donc avec la technique du tressage et après avec des techniques plus de vannerie, on peut faire plein de choses assez facilement. C'était la technique du paillassou en fait, on appelait ça aussi, tu connais? Paillassou. Très bien. Et les dessous de plat. Oui, tu vois. Oui. Et ce que je t'expliquais tout à l'heure, les trucs pour faire lever la pâte à pain. Oui. Avec des rebords. Donc c'est un paillassou, mais avec un peu plus de rebords. Et en fonction de l'épaisseur de ta paille et de ce que tu utilises, tu fais exactement la même technique. Ok. Il y en a même qui tressent des aiguilles de pain. Ah ouais. Là c'est long comme ça, donc là il faut être très patient. Mais c'est très beau. Et puis c'est résistant, hein, c'est costaud. Ah, on pourrait se faire vraiment un paillassou, donc paillasse. Ah non, mais donc là on pourrait faire un matelas, peut-être, pour mes futures maisons, constructions architecturales dans la nature. Avoir un truc en rond super grand qui servirait de reposoir pour les gens, pour s'installer dans le cocon. Ouh, pour la douche. Ah, nous on aime la nature et l'eau, alors du coup c'est pas grave. Hein. Superbe. Voilà. Ben, merci à toi de cette magnifique présentation. Et puis allons voir Arnaud. Voilà, allez. Et donc du coup je suis de nouveau avec Arnaud. Alors Arnaud il est vraiment multitâche. Son cerveau est toujours on. Donc du coup réfléchit en permanence sur des milliers de trucs. Et on est d'accord que c'est pas un exercice facile de parler devant la caméra, mais on ne parle qu'à moi aujourd'hui, très bien. Donc, comme d'habitude, on fait pas mal de discussions sur tout. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est vrai que c'est ça qui t'a peut-être aussi amené à te lancer dans ce genre de défi, de changement de paradigme. Peut-être que tu pourrais nous faire un petit truc là-dessus. Je sais pas si c'est ce qui m'a amené au changement de paradigme. Par contre, c'est sûr que le côté permaculture est très vaste, touche tout un tas de domaines. Et oui. Et donc c'est un super terrain de jeu en fait, d'expérimentation, d'exploration. Et je pense que en effet, ça correspond vraiment à ma façon de fonctionner, à essayer de découvrir tout, partout, tout le temps. Ce qui est paradoxal parce qu'à l'école ça allait pas trop. Je n'aimais pas ce qu'on me proposait. Mais là c'est un terrain de jeu magnifique et donc en effet c'est jamais fini. Donc, ça revient assez souvent ce fait que quand moi aussi hein, à l'école j'ai redoublé, j'aurais pu redoubler 2-3 fois, juste qu'on n'est pas adapté à ce mode d'apprentissage. Bravo. On a du mal à être formaté. Voilà, et puis après on se rend compte que quand on nous laisse faire les choses, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Donc, mais bon, il faut accepter de sortir du cadre et de prendre confiance aussi en soi pour éviter d'être une tarte, hein, parce qu'il y a que les tartes qui rentrent dans les moules. Ouais. Elle est bonne celle-là, je vais la garder peut-être pour une prochaine. C'est vrai que le côté manuel aussi m'a permis, en tout cas moi, de prendre confiance en ce que je faisais. Et quand je construisais les choses de mes mains, j'en étais fier. Et en étant fier de ce que l'on fait, et du coup on prend confiance. Ouais, je pense, oui. Tu as certainement fait ce genre d'essais. Alors j'avais pas trop de problèmes au niveau manuel, j'étais plutôt assez pas mal de dextérité, donc ce qui m'a permis de commencer dans un premier métier où justement il fallait être minutieux, etc. Donc je sais pas si c'est ça.
Bon, s'il fallait tout refaire, tu aurais peut-être tout refait dans le même sens. Sinon, tu serais pas là comme tu l'es maintenant, avec Ouais, tout ce savoir. j'aurais peut-être accéléré les choses Encore une pour problématique de temps. Voilà. pour perdre moins de temps au début, ouais. Oui, Et arriver à faire ce qu'on aime maintenant. maintenant. Et ouais, on perd peut-être en confort ou en matériel, mais on gagne énormément en qualité de vie, qualité relationnelle. Et c'est clair que ça n'a rien à voir. Comment vous en êtes vraiment arrivé là parce que tu n'es pas arrivé toute seule, avec Flo, vous êtes ensemble depuis un certain temps, et donc vous êtes... Ouais, bah, comment on en est arrivé là? Bah, je pense comme beaucoup de gens, c'est-à-dire un boulot qui nous prend pas mal de temps, pas forcément beaucoup de réussite, etc. Parce que pas adapté justement à fonctionner dans ce système. Des aléas de vie et des rencontres hasardeuses, par hasard sur le net. Où oui, le mot permaculture est arrivé à nos oreilles. Et puis on a voulu creuser un petit peu, savoir ce que c'était. Au début, ça nous semblait intéressant, mais moi j'explique souvent, c'était un peu comme un puzzle avec plein de pièces. Au départ, ça pas savoir comment les assembler. Du coup, ça c'était dans les années 2014-15 à peu près. Et puis on a, après 2 ans de recherche un petit peu par nous-mêmes, lecture de bouquins, suivi quelques youtubeurs, bref. Monsieur Salut, par exemple. Par exemple, Ouais. on lui passe le bonjour. Et ou celui qui a une plume aussi. Ah oui, Monsieur Kulik. Par exemple. Très bien. Bon, et on a décidé d'aller creuser un peu plus loin et d'essayer de se former. Donc on a atterri chez Steve Reed. Ça a été super. Comment je pourrais trouver ça? Intriguant. Non, ouais, c'est vraiment très chouette. Surprenant. Puis il a une approche qui est un petit peu roots, enfin, surtout quand on l'a fait. Et ça permet de vraiment changer en effet de paradigme et de voir qu'on peut fonctionner différemment. J'ai pas mal apprécié son approche. Et puis le côté ingénierie aussi qu'il aborde. Je trouve ça vraiment... Enfin, ça correspond vraiment à ma façon de fonctionner. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de côté ésotérique, d'autres côté plutôt nature, etc. Moi j'aimais bien son approche. Oui. Après ça c'est propre à chacun. Et puis de là, il a fallu encore un peu de temps de digérer tout ça. Mais on a fait de super rencontres. Et puis finalement j'ai fait un lien assez rapide avec le bâti, puisque moi je suis plutôt issu du bâti aussi. J'ai exercé différentes fonctions dans le monde conventionnel avec l'étiquette d'expert en construction, en bâtiment, etc. Mais que j'ai repris après plus sur l'éco-construction, parce qu'en effet ça faisait plus sens de travailler avec des matériaux manufacturés. Mais par contre, l'approche de conception, d'études au préalable, de diagnostic, etc., et puis de projet, est très similaire finalement. On utilise d'autres outils en perma, les techniques de Bredim, etc., par exemple. Mais ça m'a permis en fait, de reconstruire et de renforcer un petit peu tout ça, et du coup de pouvoir orienter un petit peu mon activité sur plus de la conception. Voilà. Après, je m'étais posé la question, on s'était posé la question à continuer dans la formation perma. C'est quoi? C'est le PDC? Non, pas le PDC, le DPA, etc. Et puis bon, c'est pas forcément, on n'est pas à recherche de diplôme. Oui. Voilà, on a déjà passé quelques années maintenant. Donc, à 50 ans, on n'a plus besoin de reconnaissance. Voilà, c'est nos clients qui nous apportent la reconnaissance. Ouais. Enfin, clients, amis. Clients, amis, ouais. Voilà, et puis après, pas mal de rencontres, et puis on en est arrivé à vouloir justement essayer de fédérer un petit peu les acteurs du coin, parce que on voyait qu'il y avait quand même du bourdonnement dans notre région. Mais tout ça restait un petit peu seul dans son coin, et puis en discutant, on s'est dit que finalement il fallait un petit peu réunir tout ce monde-là qui se rencontre,
tisser des liens et puis d'où est arrivé la première asso qu'on a montée. Alors oui, bien sûr, ça c'est à titre personnel. Ici, on est parti d'un bâti ancien, c'est une vieille ferme. Et en effet, on apprend toujours. Donc certes, on a des outils de conception, mais après, malgré tout, continuer à se former sur, on va dire, un petit peu les spécialités de la vie, les pétales, pour reprendre les pétales de la permaculture. Voilà. Moi j'avais pas mal d'acquis au niveau du bâti, donc c'était quelque chose assez évident et intuitif. Mais bon, voilà, après c'est approfondir, donc le solaire avec le côté positif et négatif, notamment en termes d'impact environnemental. Mais si on observe ça sous une question d'autonomie ou de réduction de ses coûts ou d'autres choses, voilà, on essaye de pas trop être radical non plus et de trouver les compromis et voilà, et puis après des sources de compensation ailleurs peut-être. C'est vrai que là à l'heure actuelle on est vraiment j'ai le terme famille nucléaire parce que du coup on nous a ponctionné l'électricité comme étant la révolution. Et que maintenant, en fait, on voit il y a des coupures à droite à gauche dans des grands bâtiments, ou même dans notre société. Si demain on n'a plus d'électricité, blackout total, les gens doivent se débrouiller sans électricité. L'aide du gouvernement, ça sera de dire ah, vous avez pas pensé à la batterie? Ah, bah, débrouillez-vous. Ça peut être ça, ça peut être le pétrole aussi. On nous a fait voir et comprendre que le pétrole c'était ad vitam aeternam. On s'aperçoit maintenant qu'on perd des unités de production en essayant d'extraire rien du tout. Il y a beaucoup à dire, mais enfin moi je ne suis pas arrêté en fait. Mais le sujet du nucléaire est un petit peu délicat dans notre environnement. Ouais, mais il y a du pour, du contre. Il est vrai que si on regarde ça sous l'angle de la mutualisation, c'est quand même intéressant. Les économies d'échelle, etc. Si on regarde ça d'un point de vue sécurité, on se dit on pourrait peut-être faire mieux. Si on regarde ça d'un point de vue économique, ça permet quand même d'avoir de l'énergie pas très chère. Donc c'est pas tout blanc, tout noir. Ouais. Enfin, à mon avis, c'est ce que je vois. Après, chacun. J'ai fait un petit jardin lecture sur justement Davodo et je sais plus le nom, le droit du sol. Et ils expliquent justement que les déchets nucléaires qu'ils enfouissent par là-bas, ils seront peut-être éteints dans 100 000 ans. Et en fait, ils expliquent que ça marchera l'électricité, mais il ne faut pas qu'il y ait un seul jour sans qu'il y ait manque d'électricité. Même un groupe électrogène, et vu la puissance que ça demande, et ils se disent mais vous êtes fous d'avoir inventé ce genre de système. Vous laissez au futur le choix de résoudre le problème. Mais ça dépend comment, encore une fois, soit sous quel angle on regarde, soit dans quelle temporalité. Est-ce qu'on pense qu'à nous ou aussi à nos enfants, nos générations futures? J'ai envie de dire que la perma nous invite quand même à penser sans énergie ou avec le minimum d'énergie possible, avoir le moins d'impact possible. Donc déjà réfléchir à comment ne pas avoir à utiliser d'énergie me semble plus la première chose à faire. Ouais. Comme pour le chauffage d'une maison, avant de réfléchir à système de chauffage qu'on met, c'est plutôt réfléchir quel type d'isolation on met pour pas avoir à se chauffer. Et l'orientation de la maison? La maison, la conception, etc. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Comment ne pas avoir à se chauffer ou comment ne pas avoir besoin d'énergie pour fonctionner. C'est assez facile à l'échelle individuelle, à l'échelle collective ou sociétale, c'est peut-être un peu compliqué. En tout cas, nos sociétés aujourd'hui sont pas du tout adaptées pour fonctionner sans énergie, c'est évident. Vivons dans des yourtes, hein. C'est peut-être beaucoup plus simple. Un hôpital dans une yourte, c'est pas évident quand même. Quel hôpital? Tout le monde mange sainement. Ouais. Personne n'est malade. Non, mais j'aime bien jouer l'avocat du diable. Non, je suis pas... Ah, non, allez. Non, Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes générations, comme dirait quelqu'un du ciel? Un conseil pour les jeunes générations,
Ah, faites pas les conneries qu'on a fait nous, et profitez de la vie, quoi. Je sais pas. Prenez soin de la nature et de l'humain. Il y a tellement de choses à dire. Vous vivez simplement sans vous prendre trop la tête non plus, quoi. Superbe. Bon, et bien du coup, maintenant, on va aller retrouver Flo. Alors du coup, vous allez lui parler aussi de la ruche tronc. Alors la ruche tronc, la voilà. Et donc les ruches, d'une manière générale, mais pas que la tronc, au niveau des entrées, on peut choisir un petit peu les entrées qui sont le plus propices à la ruche, ou alors on peut choisir des entrées aussi en fonction de leur efficacité à ce que les abeilles se défendent. Ici, il y a 3 trous d'un côté et 3 de l'autre, qui sont plus gros que les 8 mm, qui peuvent laisser passer 2 à 3 abeilles en même temps. Donc il y en a 3 d'un côté, ça fait 6. C'est à peu près le volume nécessaire pour que ça se passe bien pendant la miellée. Après, on peut aussi faire, comme je viens de te le dire, en fait, des trous carrément plus gros que je pourrais vous montrer sur une autre ruche. Ce qui permet en fait, alors tu me dis du coup frelon asiatique, mais non. Ça peut être justement une façon de se défendre parce que comme elles sont toutes agglutinées vraiment à la sortie du trou, ça fait une masse qui leur fait un peu plus peur aux frelons asiatiques que quand elles sont en ligne sur une planche d'envol. Donc finalement, voilà, mais c'est des choses à tester. Je ne dis pas que c'est la solution ou la panacée, il faut tenter le coup. Moi j'en ai une comme ça, voilà, je ne les ai pas vues à l'œuvre face aux frelons, donc je ne peux pas dire c'est la solution. N'empêche que voilà, cette masse, ça permet aux frelons de se dire ouh, là, c'est voilà. une grosse abeille. C'est une grosse abeille, voilà. Et là, bah, on va l'ouvrir peut-être. Est-ce que tu viens m'aider? Donc ça, c'est la lauze qui est posée dessus, qui est très lourde. Une très belle lauze. Voilà. Wow. Hop. Et à l'intérieur, il y a une clé comme ça, qui est faite en 3 morceaux. Clac, clac et clac. Elle n'est pas habitée. Hop. Elle a été habitée, cette ruche. On voit d'ailleurs la propolis et tout. Hein. Elle a été habitée. Ça sent bon. Ça sent bon, ouais. Et après, bah, là, je l'ai mis en ruche, pareil, de biodiversité. Si elles arrivent comme l'année dernière et qu'elles ont envie de se loger dedans, ma foi, ce sera très bien. La ruche tronc, la particularité, pas grand-chose, c'est des ruches un peu ancestrales qu'on a trouvées beaucoup dans les Cévennes, mais pas que. Il y en avait dans le Tarn, il y en avait dans plein d'autres régions. L'avantage, c'est que le bois, on l'a. C'est des ruches qui sont beaucoup plus pérennes dans le temps parce qu'elles sont très costauds, surtout quand c'est fait en châtaignier. Inconvénient, c'est hyper lourd, intransportable ou presque. Une fois qu'elles sont positionnées, voilà quoi. On les bouge plus. On les bouge plus. Au niveau de la récolte, comment faisaient les anciens? Eh ben, ils basculaient la ruche par le dessous, mais ça c'était plus pour regarder ce qui se passait. Mais la plupart du temps, ils enlevaient, alors ils laissaient la clé évidemment, parce que là, quand il y a un essaim qui est placé à l'intérieur, il s'accroche là-dessous. Okay. Donc ils raclaient là pour enlever la cire. Ensuite, ils ouvraient et ils regardaient, est-ce que c'est une grosse colonie ou pas? Est-ce que je peux prélever ou pas? Et s'ils considéraient qu'ils pouvaient prélever, souvent ils enlevaient une deuxième clé et ils prélevaient soit sur le côté, une tranche, un pain, soit de façon horizontale. Alors là, ça crée un peu plus de dégâts. Et ils faisaient très attention, en tout cas à l'époque, à leur laisser suffisamment pour qu'elles passent l'hiver quand même. Et oui. Parce que voilà, c'était un peu leur crainte de perdre la colonie. Ça, c'était la période ruche-tronc. Encore avant, en fait, ils avaient des ruches en paille. Et ils allaient les chercher dans la forêt, pof, ils les remplissaient, ils attendaient la saison et après la saison, ils prenaient la plus lourde, la plus grosse, ils noyaient les seins, où ils enfumaient un truc de soufre là, enfin ils tuaient les seins, quoi, la colonie, pardon, et ils récoltaient le miel. Donc là c'était vraiment pour le coup au niveau, comment on appelle ça, comme ils tuaient les plus fortes, au niveau... aidez-moi.
Génétique, ouais. En fait, ils tuaient les colonies les meilleures, quoi. Ok. C'est un peu comme si dans ton plant de tomates, tu prends le plus petit, tu le gardes, et le grand, tu le gicles, zigouilles. tu vois. Donc c'est voilà. Donc c'était pas les meilleures Les essaims, pratiques. ouais. Ok. C'était pas Ah les bah oui, meilleures non plus. pratiques à Ouais. l'époque, voilà. Mais à l'époque aussi, c'était facile, ils allaient facilement en trouver. Il y en avait, voilà. Quantité, il n'y avait pas les nicotyloïdes. Nécoténoïdes. Qui Ouais. s'utilisent maintenant et qu'on réutilise parce que du coup on les avait interdits et Ouais. que Ouais, non notre mais là leader c'est. suprême nous a dit tiens, Ouais. on va Et on plutôt les voit, continuer à hein, les on les utiliser. voit. Moi j'ai été en chercher. T'as des rennes, elles savent pas où elles habitent. Tu leur places une ruche à disposition, elles rentrent pas. Ok. Elles rentrent puis elles ressortent puis elles sont complètement désorientées. Elles Hmm. savent pas du tout où elles vont. T'as aussi des pertes de colonies d'un coup d'un seul. Tout est mort devant la ruche. Je comprends Voilà. pas forcément pourquoi. Et moi, ce que je dis souvent aussi quand j'explique aux gens les abeilles, je dis mais vous vous rendez compte si on faisait ça, par exemple sur, je sais pas moi, sur un troupeau de vaches. J'arrive, je tue toutes tes vaches, je te les laisse par terre et je m'en vais. Bah là, ça ferait du bruit, quoi. Hmm. Alors que sur les abeilles, tout le monde s'en fout. Comme les bisons à l'époque. Et les Oui. Européens qui ont débarqué, Ouais. ils ont tout zigouillé. Ouais. Super reportage sur Arte, je veux pas faire de la pub, mais bon, si vous voulez déprimer, allez-y. C'est ça. Donc c'est bizarre, on traite certains êtres vivants très différemment que d'autres. Et donc voilà, moi ça me rend un peu triste parce que je crois qu'on ne se rend pas bien compte de la portée que ça a. Mais je suis quand même joyeuse parce que je dis qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et de plus de gens qui sont sensibles à ça. Donc ça c'est chouette. Et je le vois quand je fais des trucs, ils sont très surpris, mais ah ouais, et quand tu leur donnes du bon sens aux gens en fait, ce que je te disais tout à l'heure, quand tu prends une mésange, tu la mets dans son nid, ça ne te viendrait pas à l'idée, tu leur dis ça par rapport aux abeilles, il fait bah oui, c'est tellement logique. Bah oui. Bah ouais, sauf que nous on n'a pas appris comme ça quoi. Voilà. Et alors du coup, t'as appris ça dans des bouquins? Ah, t'as été voir des gens? Donc ouais, j'ai été faire un premier stage d'initiation basique, ça c'était vraiment le tout début. Et après j'ai été voir Bernard Bertrand qui m'a appris la ruche Champagne. Et pas que, parce que c'est vraiment un super bonhomme qu'on a recroisé plusieurs fois, dont sur les permanuels puisqu'il est venu. L'année dernière, on l'a croisé à Biocibel, enfin il est toujours actif et tout, c'est vraiment chouette. Donc Bernard et Christina. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Ouais, Christina Otto, super aussi. Bien sûr. Voilà. Christina. Et la ruche-tronc, c'est avec Henri Georgi. Lui, il est dans les Cévennes. Maintenant, je pense qu'il fait ça en binôme, peut-être, je ne sais plus avec comment elle s'appelle, mais il doit faire encore des stages. Ils ont fait aussi un très beau, ils ont arrêté là, mais Abeilles en Liberté, qui est vraiment un chouette magazine avec plein de choses sur les abeilles en liberté. On trouve ça nulle part ailleurs. Avec des très bons reportages sur plein de choses, sur les abeilles et les champignons, avec Myriam Lefebvre, là, je l'ai rencontrée, mais elle a une fête de l'abeille, sur comment faire que le varroa soit moins envahissant, puisqu'on a trouvé, alors ça c'est un Belge qui a trouvé ça, c'est Gert Steland, il a trouvé qu'il y avait un parasite du varroa qui travaille en symbiose avec l'abeille. Wow. Donc il vit sous terre, il monte, il mange le varroa sur l'abeille, il redescend, enfin il vit sa vie quoi. Mais du coup il faut des ruches posées au sol. D'accord. Et donc il se nourrit du varroa, l'abeille elle est contente parce qu'elle est défaite de ce parasite. Et l'hiver, ils montent et ils vivent ensemble pendant l'hiver et ils se tiennent chaud parce qu'il fait trop froid. Donc c'est vraiment là ce qu'on appelle une collaboration, une collaboration gagnant-gagnant. Wow. Et ça, ils essayent de mettre ça en place aussi dans certains ruchers. Donc Gert, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a que de la ruche foirée, comme je t'ai montré tout à l'heure. Et dessous, il a un grand bac de terre. Il a mis ses acariens dedans, qui s'appellent Stratus, je ne sais plus, Lapsus. Je te donnerai le nom si tu veux. Stratus, non, mais je t'assure, c'est ça, presque ça. Et comme ils ont besoin d'une hygrométrie un peu particulière, il a mis un système pour stabiliser son hygrométrie sur tout son bac, et comme ça ils vivent tranquilles et ils montent, ils descendent dans la ruche en fonction des besoins. Génial. Ouais. Et ça se trouve assez facilement maintenant sur le net, ces acariens, si on veut les mettre en place. Alors, il y a plein de solutions comme ça, naturelles. Oui. C'est-à-dire que le parasite existe, bah, autant qu'il
autant qu'il aide son voisin. Elles font des super danses, les abeilles, des super 8 pour indiquer où est-ce qu'elles vont, pourquoi elles y vont, s'il y a beaucoup de nectar, s'il n'y en a pas beaucoup, etc. Non, il y a une communication extraordinaire. Ah. Ouais. Ça serait encore à parler longtemps. Ah oui, pendant des heures. La climatisation aussi, quand il fait trop chaud, elles battent des ailes, elles refroidissent. Quand il fait trop froid, elles réchauffent. Et quand tu parlais justement des abeilles et quand les frelons asiatiques arrivaient, ils ont vu aussi justement cet attroupement qui faisait comme une mêlée. C'est très difficile pour en effet le frelon d'arriver à se poser. Et vu que le frelon n'arrive pas à pénétrer dans une ruche, et vu qu'il y a plusieurs frelons, et ben les frelons se battent aussi entre eux aussi. Et certains tests aussi ont pu remarquer que même maintenant, au bout de 20 ans, que l'abeille s'est habituée à ce nouveau prédateur, et ben, elles se disent, mais quand même, on peut le faire, on peut le défoncer quoi, nous-mêmes, on peut le défaire sur son truc, et elles y vont maintenant à deux sur un frelon, et lui qui n'a pas l'habitude de se faire attaquer, se fait attaquer. Et il s'enfuit. Alors, c'est pas encore le cas des abeilles de France. Oui, bien sûr. Ou peut-être certaines, là, ça venait de Roumanie. Et les abeilles asiatiques, en l'occurrence, savent beaucoup mieux se défendre puisque c'est un frelon asiatique. Oui. Donc, elles ont déjà appris, on va dire. Voilà. Ensuite, les frelons, ils ne s'aiment pas entre eux, entre colonies. Mais surtout sur du frelon européen et du frelon asiatique. C'est pour ça qu'en Allemagne, ils ont tous un nid de frelons européens chez eux, qui est beaucoup moins agressif sur les abeilles. Et donc, ils préfèrent avoir le frelon européen plutôt que l'asiatique qui, lui, est beaucoup plus vorace. Après, le frelon asiatique, ici, il ne se pose pas sur les ruches. Ce qu'on observe en France, en tout cas dans le Tarn, il reste là. Il stagne, il attend qu'il y en ait une qui sorte, paf, il la prend au vol, il s'en va. C'est pour ça qu'à l'époque, ils avaient aussi découvert que si tu mettais tes poules sur... les poules de Jancé, en passant... Ouais. On a aussi, quand on a un prédateur qui arrive, la nature est parfaite, elle va trouver un équilibre. Et même, on avait vu des frelons attaquer des oiseaux. Et maintenant, c'est les oiseaux qui comprennent que les mésanges commencent. Et bam, ils attaquent. Ouais, les mésanges attaquent au moment larvaire. Quand il y a beaucoup de larves, elles savent que c'est à ce moment-là qu'elles ne vont pas se faire défoncer par les frelons adultes. Donc elles y vont. Ça, c'est Hervé Coves qui a mis ça en évidence. Encore Hervé. Et on peut aussi mettre, ce qui aide pas mal, c'est des grillages à poules. C'est-à-dire, à poules, mais que le frelon puisse pas passer, un peu plus petit, tu vois. Et donc là, les abeilles, ça les gêne pas, elles savent bien passer au travers du grillage, le frelon peut pas. Donc ça, tu mets ça à 1 mètre de ta ruche, et donc ça les déploie. C'est-à-dire que le frelon, derrière, il va pas savoir où elles vont partir. Il y a trop d'espace. Donc ça aide un peu. Et on avait vu aussi des techniques où des hautes herbes. Pareil. Juste devant, et pareil, elles arrivent à se faufiler facilement. Mais lui, il sait pas où elles vont. C'est ça. Mais bon, forcément, il va y avoir une régulation. Voilà. Et la régulation, il faut attendre. C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Il y a du temps. Et ce temps-là, ça marche pas. C'est la nature. Il faut juste... Soutien à vous tous. Yes. Apiculteurs, iristes. Donc du coup, pour vous remercier de passer autant de temps avec vous, mais bon, quand on est avec des amis, c'est toujours ça passe trop vite. Trop court. Donc, c'est magnifique Zakebia Kinata vigne au chocolat, issu de semis que j'ai planté. Petite bise à Kathleen et Wally de Atmosphère, parce que du coup, c'est de là-bas que j'ai pu... les planter, voilà. Ça c'était vraiment pour toi. Et un magnifique pommier du Kazakhstan. Ah yes. Avec ici aussi une petite pousse que j'ai mis depuis 3 mois dans l'eau. Et c'est un saule crevette.
saule crevette. Voilà, et dans quelques années, Tu auras des crevettes. Et voilà. Il n'est pas végétarien, mais c'est pas grave. Ok. Et saule crevette, et donc du coup, il a des petites feuilles qui arrivent après orange, rose, qui sont magnifiques, super jolies. Ça fait un truc touffu qui va vous attirer les frelons européens. Yes. Et ça, on n'avait pas ça. Le Kazakhstan. Kazakhstan, et donc c'est du pas coup, écrit c'est dessus. sur franc, si je me souviens bien, oui, sur franc. Donc on aura un bel arbre et qui pourra aussi être, qui fait des fruits plus à jus. Donc voilà. Câlin. Ah, câlin. Merci moi. Bon, mais merci à vous Merci et à à très toi, bientôt les surtout. amis pour de nouvelles aventures. Suivez l'atelier permacole, l'abeille permacole, la maison permacole, le boudoir permacole. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va Et faire de la... tonton Pierry. Et autopromo. Superbe. Merci beaucoup. Merci à très à toi. bientôt. Ciao.